Bonjour tout le monde. Alors nous allons faire une présentation à trois qui va évoquer différentes dimensions du rôle actif que peuvent prendre les associations de malades, et on va avoir une vision un petit peu globale, pas nécessairement centrée sur la FM Téléthon. Une dimension, il y en a deux qu'on a déjà un petit peu effleuré aujourd'hui, sur l'aspect développement clinique, sur l'aspect réglementaire, et on va avoir aussi un autre aspect qui est davantage économique, parce que les associations de malades jouent un rôle de plus en plus important dans ce domaine, et c'est une vraie tendance qui se dessine à l'échelle mondiale. Alors, évidemment, il y a des lieux communs. Les malades, ce sont des experts de la maladie, mais les associations travaillent aussi à essayer de résoudre les goulets d'étranglement et sont des sources d'innovation. Et le mot clé, je crois, aujourd'hui, c'est le mot acteur. Et on va voir par quelques exemples comment des associations de malades se transforment en acteurs. Acteurs d'un écosystème scientifique. C'est l'émergence de projets, la mise en place d'outils indispensables sur le chemin du médicament. Acteurs d'un écosystème réglementaire, et Christophe Duguay, mais également Géraldine Honnet vont en parler. Et acteurs d'un écosystème économique. C'est la conjonction de ces écosystèmes qui peut favoriser l'émergence de médicaments pour les maladies rares. Alors, je vais citer Daniel Cohen, qui a été à l'origine de Généton en 1990, et qui était parti de l'idée qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions, et si on a les moyens, on peut avoir des ambitions, et c'est de cette manière que Généton s'était créé en 1990, avec comme objectif de se lancer dans les cartes du génome, ce qui était une entreprise assez folle à l'époque. Il y avait un programme aux États-Unis, mais qui n'avançait pas beaucoup parce que les laboratoires qui étaient disséminés dans le pays n'arrivaient pas très bien à collaborer. Et l'idée, c'était de créer dans un endroit unique des équipes qui allaient être dédiées au criblage du génome humain, et sous une forme assez atypique, puisqu'il s'agissait de robotiser l'étude de l'ADN. Et c'était le premier exemple au monde d'une robotisation du criblage du génome humain. Et ça a été fait pratiquement presque contre l'avis du conseil scientifique, contre l'avis de l'INSERM, contre l'avis des décideurs qui jugeaient que ce n'était pas de la science noble et qui pensaient qu'on ne tirerait pas grand-chose du génome. Je caricature pas, je pourrais citer les personnes, ce que je ne ferai pas. Et non, je suis gentil. Il y en a d'autres qui vont s'en charger. Maintenant, la stratégie qui a été développée, elle est finalement assez simple, elle est assez logique, et on en est là aujourd'hui. On en est ici. On est dans des preuves de concept à partir de la compréhension des maladies, l'identification de pistes thérapeutiques sous différentes formes, thérapie génique, thérapie cellulaire, pharmacologie. C'est de faire des preuves de concept dans un petit nombre de maladies, mais qui ouvrent les portes à un plus grand nombre de maladies. Et c'est de cette manière que cette recherche a pu avancer, et on en est là aujourd'hui. Des preuves de concept, des traitements qui arrivent sur le marché, c'est le terme consacré, et des thérapeutiques. Pour ce qui nous concerne, il y a une dimension qu'on peut retrouver d'ailleurs un petit peu ça et là dans le monde. C'est non seulement la FM Téléthon, c'est une association de malades, certes, mais c'est une association qui non seulement finance de la recherche, mais a ses propres structures, ses propres laboratoires. C'est un institut des biothérapies de 700 personnes qui se subdivise en plusieurs entités. L'une dédiée à la thérapie génique, aujourd'hui c'est Généton, à la thérapie cellulaire, c'est ISTEM, aux maladies neuromusculaires, c'est l'Institut Myologie. Et cette force de frappe, on peut la retrouver dans d'autres associations dans le monde. Je pense par exemple au Téléthon italien, qui a ses propres instituts, deux instituts, le TIGET et le TIGEM, et dont je vais reparler dans un instant. Donc, être acteur, c'est être aussi très en amont dans le développement des médicaments, c'est dès la recherche et le développement des thérapeutiques. Donc, non seulement c'est des financements de programmes, des financements de plateformes, d'infrastructures, d'essais cliniques, sur la base d'évaluations qui sont complètement indépendantes, scientifiques et médicales, mais aussi ses propres infrastructures. Des preuves de concept qui ouvrent des portes. Et c'est aussi, d'ailleurs, dans ces locaux,
en tout cas des équipes qui sont aujourd'hui dans ces locaux, que de très grandes avancées avaient été réalisées, notamment en thérapie génique, dans les immunodéficiences, mais je montre ici des résultats qui avaient été obtenus par le Téléthon italien, et ça a donné depuis un médicament qui maintenant est sur le marché, que GSK a licencié de la part du Téléthon italien dans une immunodéficience particulière, l'ADA-SCID. Mais ce concept de thérapie cellulaire, de correction de cellules souches de la moelle osseuse, appliqué à cette maladie, se décline aujourd'hui dans bien d'autres indications, des maladies du sang, du système immunitaire, mais aussi, y compris du cerveau, comme l'adrénoleucodystrophie, avec des startups qui se sont développées, qui ont levé beaucoup de fonds, en particulier aux États-Unis, et qui développent leurs produits actuellement. Mais la morale de cette histoire, c'est que finalement l'histoire de la thérapie génique, pour prendre cet exemple, c'est un peu l'histoire de la médecine. C'est-à-dire qu'au début, on pense qu'on va révolutionner la médecine, et à juste titre. Mais donc beaucoup d'espérance, ça part en flèche, mais ensuite les premières difficultés, des accidents au cours d'essais cliniques, des difficultés pour colliger des résultats qui soient suffisamment convaincants, et donc une défiance, c'est la chute, une défiance tout aussi irraisonnée que les espoirs un petit peu exacerbés. Et puis petit à petit, avec le temps, et c'est là où les associations ont un rôle à jouer, parce qu'on s'inscrit dans la durée. Certes, la maladie court, et c'est l'urgence de la maladie, la course contre la montre, mais on a la possibilité, contrairement à un industriel qui a besoin de résultats rapidement, contrairement à un investisseur qui a besoin de faire sa bascule financière en quelques années, parfois même moins, on peut s'inscrire dans la durée et continuer inlassablement à creuser le sillon de cette recherche. Et si la thérapie génique, depuis quelques années, est revenue au devant de la scène et s'est crédibilisée, c'est en s'appuyant sur des résultats obtenus dans des travaux sur les maladies rares et dans des travaux qui ont été financés par les associations. Je ne parle pas que de l'AFM. Ça, c'est une liste de start-up qui s'était créée aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. C'était un article de Forbes en 2014 qui reprenait les plus grosses levées de fonds financières pour ces startups dans le domaine de la thérapie génique. Vous avez une liste. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est celle que j'indique en rouge. Ce sont des startups dans lesquelles on est impliqué, nous, AFM Téléthon. Et si vous reprenez le reste de la liste, il y a des associations impliquées dans les autres startups. C'est-à-dire que c'est des financements très en amont et parfois sur la durée qui ont permis à des projets d'émerger, de donner lieu à des créations de sociétés de biotechnologie qui ensuite ont pu lever des fonds très importants sur le marché et auprès d'investisseurs ou de sociétés pharmaceutiques. Donc le rôle des associations, on voit, il ne se limite pas qu'à de la chair à canon pour les essais cliniques. Excusez-moi de caricaturer un petit peu, mais ça peut être perçu comme ça parfois, ou simplement des diffuseurs d'informations. Ça va bien au-delà de ça. Alors ce tableau, il est parfaitement illisible, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que j'ai essayé de dresser une liste de sociétés dans lesquelles les associations ont investi sur ces dernières années. Beaucoup sont aux États-Unis, mais pas uniquement. Alors, je pourrais prendre juste un ou deux exemples très rapidement. La première, Abuena Therapeutics, société aux États-Unis, qui a été créée par un collectif d'associations, 15 associations qui se sont liées et qui ont investi 4,5 millions de dollars dans cette société. En 2014, un an après, donc elle travaille sur la maladie de Sanfilippo. Et un an après, cette société est rachetée par une société un peu plus grosse pour 45 millions de dollars, donc x10, argent qui ensuite, évidemment, est réinvesti dans la recherche. Ça ne va pas dans la poche d'actionnaires, ça repart dans la recherche. Je pourrais citer Audentes, autre société, autre start-up aux États-Unis, des travaux qui avaient été initiés en France par les équipes de Généton, collaboration pour la préclinique, création de la start-up aux États-Unis, il y a de la propriété intellectuelle détenue par Généton et Audentes partenarise avec Généton à la fois les aspects de production de vecteurs de thérapie génique pour c'est une maladie neuromusculaire, la myopathie amyotubularine,
et la suite de ce développement, y compris sur le plan clinique et réglementaire. Et je pourrais en citer beaucoup. Certaines aujourd'hui ont des médicaments sur le marché avec des chimies particulières, des stratégies particulières dites anti-sens, et où les associations ont joué un rôle clé parce que c'est des recherches qui ont pris pratiquement une vingtaine d'années. Et là, on rentre dans une logique qui est, on voit, économique, et notamment la valorisation. L'objectif pour une association, ce n'est pas d'investir et de faire des bénéfices. L'objectif, c'est de s'assurer que ces thérapeutiques puissent aller sur le marché, puissent être disponibles pour les malades. Et on rentre dans une logique de valorisation parce qu'il y a de la propriété intellectuelle qui peut être générée. L'objectif de la propriété intellectuelle, ce n'est pas de financer les laboratoires, c'est de s'assurer qu'il y a une industrialisation derrière. La logique n'est pas une logique purement économique, c'est de s'assurer que derrière, les industriels reprendront le relais et iront jusqu'au bout. Mais s'il doit y avoir un retour financier, c'est dans une autre logique qui est de réinvestir dans la recherche pour faire effet démultiplicateur. Et c'est aussi ce rôle-là que peuvent jouer les associations dans le développement des médicaments. Et on travaille aujourd'hui à faire évoluer ce modèle économique. Il y a les aspects éthiques sur lesquels les associations sont légitimes quand même, et ce modèle est à faire évoluer parce qu'on parle de plus en plus de thérapies innovantes avec des coûts de médicaments qui sont extrêmement élevés, et on essaye de trouver des solutions pour éviter que la recherche soit... comment dire, que cette recherche soit complètement s'arrête parce qu'on fait peur aux organismes payeurs qui se disent mais si ces traitements sont si coûteux, il vaut peut-être mieux ne pas les rembourser, et donc toute cette recherche va se tarir. Et là, le modèle économique est en train de changer et c'est vraiment une tendance mondiale. Lorsque des associations financent des projets dans le cadre d'appels d'offres, c'est souvent des financements qui sont relativement modestes et qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la durée. Généralement, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est une subvention. Mais lorsqu'on rentre dans des programmes beaucoup plus lourds, stratégiques, qui impliquent des financements importants, de la propriété intellectuelle le cas échéant, là, la logique est un petit peu différente. Et pour ce qui nous concerne, et encore une fois, c'est notre exemple et de loin pas le seul, il y a un aspect non négociable et un aspect négociable. Ce qui est non négociable, c'est l'accès des résultats pour les malades. Autrement dit, on a vu trop d'exemples de résultats qui n'étaient pas publiés, y compris d'essais cliniques, qui n'étaient pas publiés parce que les essais n'étaient peut-être pas concluants et que ça demande un investissement en temps, en ressources pour publier les résultats. Or, quand on n'a aucune prise en termes de propriété sur ces résultats, on ne peut pas forcer le clinicien ou l'institution à publier, ou la société, encore moins. Donc, la première chose, c'est l'accès aux résultats, mais ça suppose aussi, le cas échéant, la possibilité de prendre une licence avec possibilité de sous-licence pour faire en sorte que si l'industriel, par exemple, décide d'arrêter, mais c'est vrai aussi pour une institution, décide d'arrêter le programme mais qu'on pense que ça vaut la peine de continuer, il faut être capable de récupérer l'ensemble des résultats et de travailler seul ou avec d'autres pour poursuivre le programme. Ça, c'est non négociable. Le reste est négociable. Les termes financiers sont négociables et on voit toutes sortes de choses. Ça va de un remboursement pur et simple de ce qui a été investi dans le projet, à des multiples de ce remboursement, voire des prises de participation, des royalties sur le chiffre d'affaires de ces médicaments, ou même des prises de participation dans le capital de société. Mais l'objectif, encore une fois, ce n'est pas un retour purement économique, c'est de pouvoir réinvestir ensuite dans la recherche. On arrive au stade du développement et le cas échéant de la commercialisation, de la mise sur le marché, pour permettre à ces startups, parce que souvent ça part de startups, et pour leur donner les meilleures chances d'aller jusqu'au bout, parce que les investissements sont parfois limités, et notamment dans la durée. Là, c'est le premier exemple au monde de ce type.
une association s'allie à un gouvernement, en l'occurrence l'AFM Téléthon avec la Banque publique d'investissement, pour créer un fonds de 50 millions d'euros, 30 amenés par l'association, 20 par l'État. Donc c'était un peu aussi une manière de lever 20 millions de la part de l'État, mais pour financer, pour amener des fonds dans des startups innovantes dédiées aux maladies rares. C'est un fonds sur 10 ans, donc c'est un suivi quand même assez long terme de ces sociétés. Et à ce jour, le fonds a été créé en 2014. Il y a 5 sociétés, dont une qui est ici, dans une maladie, dans des aspects immunologiques, maladie du système immunitaire. 5 startups ont d'ores et déjà bénéficié de ce fonds pour la création. L'une d'entre elles, la toute première, est aujourd'hui en bourse sur le marché français. L'autre s'est fait racheter par une société plus grosse, mais les programmes se poursuivent. Et pour terminer pour ma partie, on voit finalement que il y a une espèce de continuum. Ça part de la recherche fondamentale, ça part souvent d'institutions publiques, mais parfois aussi de recherche propre à certaines sociétés, pour arriver au stade de recherche-développement pré-industriel. Les associations peuvent, le cas échéant, s'investir dans ce domaine-là, ce qui est notre cas, ce qui est le cas du Téléthon italien, ce qui est le cas de Vertex, qui a aussi investi énormément de moyens en finançant une société. C'est ce qu'on appelle le venture philanthropy. Alors venture philanthropy, ce n'est pas un terme AFM, c'est un terme de la MDA aux États-Unis, l'Association pour les maladies neuromusculaires américaines, qui a créé aussi un fonds pour investir dans des startups. Et puis on arrive au stade industriel, soit c'est repris par des industriels, soit il y a des vraies entreprises à créer, et on y pense notamment pour ce qui est de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, qui nécessitent des outils de production qui aujourd'hui n'existent pas à l'échelle internationale. Et pour des productions à grande échelle, il y a des années de développement, de mise au point et ensuite de production pour la conduite d'essais cliniques et ensuite pour la mise à disposition de ces traitements pour les malades. Donc ce modèle-là, il a besoin d'être construit et d'évoluer. C'est sur ce quoi on travaille actuellement. On va aller avec quelques exemples très concrets sur le développement de produits. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais reprendre le rôle des associations de malades dans le développement du médicament. Donc principalement comme les associations en étant acteurs et promoteurs d'essais cliniques. Donc cette diapositive illustre le process réglementaire et les différentes possibilités d'interaction qu'ont les représentants de malades tout au long du chemin du médicament. Donc ça a été présenté ce matin par François Houillet, donc je ne vais pas présenter cette slide en détail. Et moi, je vais focaliser un peu plus sur la partie d'autorisation d'essais cliniques et de processus d'interaction avec l'Agence européenne du médicament en tant que promoteur d'essais cliniques, et voir comment est-ce que les associations peuvent intervenir concrètement sur le développement des médicaments. Donc, Généthon a plusieurs essais cliniques en cours et est promoteur de différents essais, et il y a différents rôles possibles. Par exemple, pour Généthon, c'est promoteur d'essais cliniques, mais ça peut être aussi collaborateur dans d'autres projets, avec la promotion qui peut être menée par une institution, par la PHP, par aussi d'autres industriels. Donc on a aussi un rôle de collaborateur à ce niveau-là. Et puis, comme vient de mentionner Serge, sur la production aussi, puisque Généthon a un établissement pharmaceutique qui permet de faire la production de médicaments de thérapie génique. Donc on a différents rôles possibles. Et en ce qui concerne les activités de promotion, donc effectivement, au sein de Généthon, on interagit directement avec les patients à plusieurs niveaux. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois ce matin, mais ça va de la mise en place de l'essai clinique et dès les programmes de recherche où on fait des réunions avec des représentants de malades pour discuter des projets de recherche, et ensuite du design des essais cliniques, de la faisabilité des essais cliniques, et ensuite de la possibilité de recrutement, et puis le suivi tout au long de l'essai aussi. Interagir avec les représentants de malades, ça permet aussi d'assurer l'observance tout au long des essais. Et puis ensuite, bien sûr, on partage les résultats avec les représentants de patients. Et je voulais illustrer aussi cette présentation avec des exemples concrets de projets
sur lesquels on travaille et pour lesquels on a eu des interactions avec les agences, que ce soit des interactions nationales, locales avec la NSM en France, mais aussi des exemples d'interactions avec, lors d'avis scientifiques auprès de l'Agence européenne du médicament. Donc ce matin, c'était très intéressant, on nous a présenté la notion de CAB. Et il faut savoir que moi, je vais vous présenter des exemples de CAB, on va dire fait maison, alors si j'ai bien compris. Donc, Généton, aujourd'hui, on a plutôt des CAB fait maison, mais je pense qu'il y a effectivement une vraie problématique de faisabilité de ces Community Advisory Boards, puisque quand on est dans des maladies ultra rares, je pense que ça va être difficile de structurer des comités organisés, complètement indépendants. Et la notion d'indépendance, de toute façon, un patient va être concerné par le développement d'un médicament. Donc, c'est la notion aussi de délit d'initié ou d'indépendance pour un représentant de malade quand il participe au développement d'un médicament. C'est aussi un petit peu compliqué à mettre en place. Et donc, un des premiers exemples, c'est dans le syndrome de Wiskott-Aldrich. Donc, c'est un projet qu'on a en collaboration justement avec un site de Necker, de la PHP. Et donc, c'est une immunodéficience, justement, pour laquelle on a sollicité un avis scientifique auprès de l'Agence européenne du médicament. Et il y a une particularité dans cette pathologie, c'est que les patients ont un très faible nombre de plaquettes, donc ils font des hémorragies sévères, des hématomes, et donc ils sont à risque hémorragique. Et lors de l'avis scientifique auprès de l'Agence européenne du médicament, il y avait un objectif du protocole qui était c'est des patients qui ont un nombre de plaquettes qui est inférieur à 10 000. Et sachez que pour avoir une coagulation normale, il faut avoir des plaquettes supérieures à 150 000. Donc l'objectif qu'on s'était mis dans le protocole, c'était de sortir le patient du risque hémorragique, c'est-à-dire d'avoir un nombre de plaquettes à peu près supérieur à 50 000. Donc c'est l'objectif qu'on s'était mis. Lors de l'avis scientifique avec l'Agence européenne du médicament, il y avait un représentant de malade qui avait été invité par l'Agence européenne du médicament, donc du côté de l'agence, face à nous. Et l'agence ne voulait pas lâcher sur le fait que 50 000, ce n'était pas assez, que les patients, on devait changer le protocole et avoir un objectif avec notre médicament de thérapie génique, de rétablir des plaquettes à un niveau normal, à 150 000. Donc on a argumenté, on essayait de défendre l'idée que 150 000, entre 100 000 et 150 000, du moment que le patient sortait de risque hémorragique, il y avait un bénéfice attendu pour lui qui nous semblait évident, mais ça ne semblait pas évident aux reviewers de l'Agence européenne du médicament. Et à ce moment-là, c'est la maman représentante de malade qui avait été invitée par l'Agence européenne du médicament, qui a pris la parole et qui a expliqué que pour elle, peu importe le chiffre, ce qui l'intéressait, c'est que son fils, elle ne soit plus derrière son fils à vérifier à chaque fois qu'il tombe qu'il n'ait pas d'hémorragie. Donc c'était vraiment la sortie du risque hémorragique. Et grâce à l'intervention et l'interaction qu'on a eue lors de cette discussion au niveau de l'Agence européenne du médicament, on a pu conserver l'objectif du protocole qui était de recouvrir des plaquettes supérieures à 50 000, donc sortir du risque hémorragique en associant aussi l'efficacité clinique et la description clinique des patients dans le cadre du protocole. Donc ça, c'est un premier exemple. Je pense à un autre exemple dans la maladie de Crigler-Najjar, qui est une toute autre maladie, donc c'est aussi pour un médicament de thérapie génique, où là, on a un CAB fait maison aussi, mais qui regroupe plusieurs associations de patients. C'est coordonné par Marilène Bénat qui est présente, qui, elle, est présidente de l'association française Crigler-Najjar. Et Marilène coordonne l'interaction avec toutes les autres associations de patients européennes. Mais pour ce projet, on a monté une interaction avec les associations de patients dès la recherche, puisque ce projet n'est pas encore en clinique aujourd'hui. Et dès les protocoles de recherche, on a mis en place des réunions, on a créé un consortium avec les cliniciens, avec les chercheurs, avec les associations de patients. Et on a des réunions, tous les 3 à 5 mois, depuis plusieurs années maintenant. Et on fait état de l'avancée de la recherche. On a discuté du protocole clinique à plusieurs reprises avec les associations. Donc on passe, c'est Marilène qui fait la consolidation des commentaires des associations et ensuite on en discute tous ensemble. Et on a aussi donc été à l'Agence européenne du médicament avec, cette fois-ci, Généton promoteur. On est allé à l'Agence européenne avec Marilène qui était présente et qui était de notre côté et qui a même présenté des diapositives
pour faire valoir le point de vue du patient auprès de l'Agence européenne du médicament sur comment la maladie est vécue au quotidien et quelles étaient les attentes en termes aussi d'objectifs principaux et secondaires d'un essai clinique. Et quand on parlait justement de conflit d'intérêts, c'est complètement transparent. Tout le monde sait qu'on travaille avec différentes associations de patients. Et quand on a sollicité cet avis scientifique auprès de l'Agence européenne du médicament, eh bien, Marilène a été contactée par l'Agence européenne du médicament qui lui a demandé de venir en tant que représentante malade pour l'agence. Ce qu'elle a bien sûr décliné en expliquant ses conflits d'intérêts, en disant « mais je suis déjà partie prenante de ce projet, je représenterai d'ailleurs le promoteur ». Donc l'agence européenne a cherché un autre représentant de malade qui n'était pas directement lié à notre projet en développement. Et donc là encore, c'était des discussions très intéressantes avec parfois donc, les représentants de patients qui discutent entre eux lors des avis scientifiques au niveau de l'agence européenne avec le promoteur et tous les représentants de l'agence qui les écoutent passionnément puisqu'ils font valoir leur point de vue sur la maladie. Et ce qui a été aussi très important pour nous, parce que cette fois-ci, l'impact a été énorme, puisque c'est grâce aux représentants de patients qu'on a pu valider un objectif principal d'essai clinique dans une étude qui sera une étude pivot d'enregistrement. Donc pour les industriels, c'est aussi, je pense, un bel exemple pour dire qu'il est vraiment important que les industriels, pas seulement quand c'est une association de malades qui est promoteur, mais un industriel promoteur a tout intérêt à travailler avec des représentants de patients dans le design des essais cliniques, mais aussi dans les interactions avec les agences. Vraiment, c'est un soutien qui est très important, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent défendre le vécu au quotidien de la maladie et qui peuvent faire passer des messages et faire comprendre certaines choses à des reviewers de l'Agence européenne du médicament qui ont leurs standards en tête et qui ne comprennent pas que quand on demande, nous, comme objectif principal, l'arrêt de la photothérapie, puisque c'est une pathologie où les patients sont 10 à 12 heures par jour sous lampe, quand nous, l'objectif principal, on se met arrêt de la photothérapie et qu'ils nous disent « Oh là là, vous êtes bien exigeant », c'est la première fois que je voyais ça aussi de l'agence européenne qui dit « Mais non, si vous réduisez, vous passez de 12 heures à 8 heures ou 6 heures, ça devrait bien suffire comme objectif principal. » Et là, les représentants de patients ont dit « Mais attendez, quelle différence pour nous entre 6 heures et 12 heures ? On ne va pas mettre notre réveil parce qu'ils sont sous photothérapie la nuit essentiellement. Et on ne va pas mettre son réveil pour se lever, pour éteindre au bout de 6 heures parce que maintenant c'est 6 heures et c'est plus 12 heures. C'est où on n'a plus besoin de photothérapie ou alors un jour sur deux, mais tous les jours, 6 heures ou 8 heures, n'a aucun intérêt. Et donc ça, c'est très important d'avoir des représentants de malades qui participent au développement des médicaments et qui sont présents lors des interactions avec les agences. Et puis un dernier exemple, celui-là plutôt national, puisque c'était lors très récemment, on a soumis un protocole dans la myopathie de Duchenne d'un essai de thérapie génique pour traiter des patients non ambulants donc on traitait le membre supérieur pour qu'il conserve la mobilité du membre supérieur. Et là, on a quand même eu une question d'un comité d'éthique qui était assez surprenante comme question, et ils nous ont fait venir en réunion pour débattre avec eux de cette question, c'était le bénéfice, y a-t-il vraiment un bénéfice à traiter le membre supérieur d'un patient en fauteuil ? Donc là, on ne pouvait pas venir avec un représentant de patient, c'était beaucoup plus compliqué, une réunion de 30 minutes. Donc on est venu avec une vidéo, donc un support vidéo de patients qui témoignaient en expliquant que oui, la fonction du membre supérieur, c'est très important. Quand on est en fauteuil, ça permet de continuer à travailler sur l'ordinateur, à bouger le joystick d'un fauteuil roulant, de continuer à se brosser les cheveux, à se brosser les dents. Voilà, donc plein de choses comme ça. Et donc là, un support vidéo de témoignages de patients de différents pays a permis aussi de montrer un éclairage différent que celui du point de vue du clinicien et du point de vue du promoteur. Ensuite, c'était juste deux petits exemples. On interagit aussi au niveau de Généton promoteur sur la revue des procédures et des réglementations qui sont soumises au niveau de l'agence européenne et qui sont ouvertes à consultation. Donc ça, on fait valoir aussi l'avis des malades en tant que promoteur sur toutes ces procédures et réglementations qui sont ouvertes à consultation. Et puis, bien sûr, il y a aussi des participations au workshop de l'IMIA comme exemple concret sur lesquels on agit aussi. Et je vais passer la parole à Christophe Duguay, qui va aller un peu plus loin dans le chemin du médicament et citer d'autres exemples. Bonjour. Alors, là, Géraldine vous a parlé plutôt du début de ce process. Moi, maintenant, je vais vous parler plutôt
de la partie qui est en rouge, on a souvent un peu tendance à considérer, parce que c'est un objectif qui est important, que une fois qu'on a l'AMM, le problème est réglé. D'ailleurs, ça s'appelle autorisation de mise sur le marché. Donc mise sur le marché, ça va, ça arrive pour tous les patients. Or, ce n'est pas le cas, et très probablement même, on le voit, on l'observe, pour un certain nombre de médicaments, ça risque de moins en moins être le cas, puisqu'on a des médicaments qui peuvent avoir leur AMM, mais qui finalement n'ont pas de prix fixé, au moins en France, donc pourraient ne pas être utilisés par les patients. Et puis, pour l'accès aux patients, qui est quand même la priorité et l'intérêt absolu de l'ensemble de la démarche, il y a aussi, avant qu'il y ait l'autorisation de mise sur le marché, la phase de l'accès anticipé avec l'ATU en France. Et puis, ce qu'on oublie, on a l'ATU jusqu'à l'AMM, mais on a aussi un système qui s'appelle le post-ATU, après l'AMM, et qui est une période qui peut être une période assez grande, puisque les périodes d'évaluation, de négociation des prix sont en mois et parfois en années, peuvent atteindre 18, 24 mois dans certaines situations. Alors, la première chose, c'est que finalement, et il faut se le dire, et c'est important, c'est qu'on a quand même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a de plus en plus de réponses thérapeutiques pour des maladies qui, jusqu'à présent, étaient des maladies qui n'avaient aucune alternative. On a de plus en plus de nouvelles voies, de nouvelles classes thérapeutiques qui sont en train de s'ouvrir, et qui dit nouvelles classes thérapeutiques, dit possibilité aussi des multiplicatrices pour qu'un plus grand nombre de maladies puissent en avoir. Et puis, la vague d'innovation, ce qui est aussi nouveau, ne touche pas que les maladies rares, elle touche aussi, depuis 2-3 ans, des maladies plus fréquentes. On avait été habitué à une période où il n'y avait plus beaucoup d'innovation thérapeutique, et là, ça explose dans tous les sens. Alors, face à ces bonnes nouvelles pour les patients, parce que toutes ces perspectives sont particulièrement intéressantes, on a aussi des mauvaises nouvelles. C'est que, certes, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent, il y a des nouvelles pistes, mais les besoins thérapeutiques, et notamment dans le domaine des maladies rares, sont encore absolument immenses. Aujourd'hui, sur l'ensemble des maladies rares, moins de 1% des maladies bénéficient d'un médicament qui puisse les guérir. Et puis, énormément de maladies n'ont absolument rien. Et on est dans une situation, deuxième aussi mauvaise nouvelle, et ça vous le savez, de situations de budget qui sont particulièrement contraints, de budget pour financer ces innovations, que ça concerne les maladies rares ou que ça concerne les maladies plus fréquentes. Et dans ce contexte-là, malheureusement, le prix d'un grand nombre d'innovations thérapeutiques depuis ces 5 dernières années s'envole partout dans le monde. Et je dis partout dans le monde, puisque force est de constater que depuis quelques mois, la problématique du prix considéré comme excessif, comme beaucoup trop important pour financer l'innovation, n'est pas une problématique spécifique maladie rare, n'est pas une problématique spécifique française, mais est devenue une problématique mondiale. Dans les derniers mois, le sujet a été discuté au G7, l'OCDE fait un travail et a été missionné pour avancer sur le sujet. Un groupe de l'ONU a rendu il y a quelques semaines un rapport, la FAO travaille dessus. Le sujet du prix excessif des médicaments est devenu un des sujets discutés dans la campagne électorale américaine. Bref, il n'y a pas que en France, sur les médicaments pour les maladies rares, qu'on a cette problématique, on est sur un sujet vraiment d'ampleur mondiale, de questionnement, et plus que de questionnement, sur le sujet. Moyennant quoi, qu'est-ce qui se passe en France? C'est que l'accès aux traitements, ces traitements sur lesquels on a vu depuis ce matin toute l'énergie que l'on met pour qu'ils puissent arriver aux patients, aujourd'hui, l'accès à ces traitements et l'incitation à la recherche sont menacés. Et tout particulièrement sont menacés en France l'accès anticipé aux médicaments à travers les ATU. Je dis ça puisque c'est de l'actualité, puisque dans le projet de financement de la loi de financement de la sécurité sociale pour cette année, dans le projet qui a été déposé la semaine dernière par le gouvernement, il y a des mesures qui visent à être très restrictives sur le financement des médicaments pendant la période ATU, puisque pendant la période ATU, qui peut durer, je vous l'ai dit, entre la période ATU et post-ATU, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, le prix est libre, avant que le prix soit fixé. Donc des mesures très restrictives sur le prix qui ont été déposées et d'autres qui risquent de sortir pendant la discussion parlementaire, risquant de ne pas permettre que sur cette période-là, des patients français puissent avoir accès à des médicaments dont ils pourraient avoir un grand besoin. Donc il y a un vrai problème et aujourd'hui,
on ne peut plus se cacher l'ampleur du problème. Alors face à ça, nous, en tant qu'association de patients, on a des principes qu'on veut faire valoir et qu'on veut faire partager pour que justement ce débat puisse avoir lieu. Et je sais qu'un certain nombre ici en partagent un grand nombre de ces principes. Le premier, c'est que il est impératif de défendre l'accès aux traitements innovants pour tous et sans restant à charge. Cette spécificité française qui nous est enviée dans un grand nombre de pays, il est particulièrement important que l'on puisse continuer à la défendre. Parce que dans ce contexte-là, elle pourrait être remise en cause. Deuxième principe, il faut continuer à inciter cette innovation thérapeutique. Comme je l'ai dit, il y a encore plein de médicaments de maladies qui n'ont pas de médicaments, et il faut continuer à avoir une politique qui soit une politique volontariste. Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté budgétaire à un moment donné qu'il faut s'en arrêter là. Et dans ce cadre-là, la politique de fixation des prix des innovations doit être considérée comme un outil de santé publique à part entière, c'est-à-dire un outil qui permette d'inciter sur certains besoins non couverts, en priorité par rapport à d'autres, que puissent émerger des médicaments. Le niveau des prix très élevé, pour nous c'est quelque chose d'important, ne doit pas être considéré, comme on l'entend trop, comme étant un postulat. Comme étant, parce que ces maladies sont rares, parce que c'est de l'innovation, c'est forcément très très cher. Et donc, il faut se résigner au fait que ces médicaments sont fortement très chers et que de toute façon, on n'a pas le choix. Non, ça peut être le cas dans certains cas, mais sûrement pas dans tous les cas. Et de la transparence est nécessaire pour améliorer le système. Alors, en quelques mots, finalement, on se dit, ils sont trop chers ces médicaments, mais c'est quoi la valeur du médicament? La valeur du médicament, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est avant tout une question de point de vue et une question de confrontation de points de vue différents. Parce que la valeur perçue au vu d'un médicament, forcément, est différente, que ce soit le clinicien, le patient, le payeur, le malade, l'industriel, la population en général. Et en plus, y compris à un moment donné, on le voit bien par exemple en Europe, c'est variable selon les pays. Il n'y a pas les mêmes cultures, il n'y a pas les mêmes systèmes de santé, il n'y a pas la même vision de la vie, de la valeur de la vie. Alors il y a beaucoup de choses encore à faire pour améliorer tous ces dispositifs qui essayent d'évaluer cette valeur, mais il n'y a rien d'absolu, c'est forcément quelque chose de relatif qui est issu de confrontations de points de vue qui sont des points de vue différents. Et ceci d'autant plus qu'au moment où on essaye d'évaluer la valeur, et c'est particulièrement vrai dans le cadre des maladies rares, il reste dans la grande majorité des cas, on a certains médicaments où il n'y a pas photo, la plus-value est telle qu'on voit immédiatement l'impact que ça a. Dans un grand nombre de médicaments, au moment où on arrive sur le marché et on doit l'évaluer, eh bien, il existe encore un grand nombre d'incertitudes sur la valeur réelle du médicament et notamment sur la valeur dans la durée. Et ceci pour plusieurs raisons, mais pour les maladies rares, forcément, et c'est important, il faut le continuer, on veut, lorsqu'on n'a pas d'alternative, pouvoir arriver le plus vite pour que les patients puissent en bénéficier. On a, vous le savez, des contraintes qui sont liées aux tailles des effectifs qui rendent la force statistique pas toujours convaincante. Et puis, on a trop souvent, et c'est pour ça que collectivement il faut bien qu'on y pense, des essais cliniques qui sont avant tout centrés sur la démonstration que, je le dis de façon très caricaturale, mais que le médicament fait plus de bien que de mal. Mais finalement, les données qui sont collectées ne sont pas toujours des données qui permettent, lorsque ça arrive sur le bureau des évaluateurs, de pouvoir bien mesurer quel est, pour la vie réelle des personnes, pour la société, quel est réellement l'impact. Effectivement, pour prendre l'exemple qui était donné par Géraldine avant, une augmentation de la force musculaire de tant de pourcents, que ce que ça donne vraiment dans la vie réelle. Quel est l'intérêt vraiment dans la vie réelle, l'action que ça peut permettre de faire ou de ne pas faire. Et ça, souvent, il n'y a pas assez dans les essais cliniques d'éléments qui permettent de pouvoir trancher là-dessus. Alors, il faut changer le système, il faut faire évoluer le système parce que notre système actuel qui est, aujourd'hui, il est basé sur une fixation du prix du médicament, avant tout, voire presque exclusivement dans certains cas, basé sur l'évaluation de la valeur thérapeutique, de la valeur de ce produit. On a amélioré les méthodes, on a essayé d'être plus fin, mais par nature, ce système a une difficulté, c'est qu'il est inflationniste et qu'il génère
plusieurs difficultés. La première chose, c'est pour des médicaments qui sont des médicaments qui ont une grande efficacité, eh bien ça génère des prix élevés et des marges, si ces médicaments qui ont une grande efficacité ne coûtent pas très cher à produire, des marges qui sont vite des marges qui peuvent être considérées comme particulièrement élevées. Par contre, et c'est bien le cas qu'on a dans un certain nombre de maladies rares, des médicaments qui, à un moment donné, ont une efficacité que relativement faible, et qui, pour autant, coûtent très cher en développement, en production. Ces médicaments, pour des maladies qui n'ont pas d'alternative, sont des médicaments qui méritent de pouvoir aller sur le marché. Donc il faut aussi que le système puisse permettre que des médicaments qui ont une faible valeur thérapeutique, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une faible efficacité thérapeutique, mais qui en ont une, parce qu'ils coûtent très cher, puissent être payés, puissent être financés, à condition que des médicaments qui, eux, ont certes une grande valeur thérapeutique, mais ne coûtent pas cher, il n'y a pas de raison que cela génère des marges qui sont des marges excessives et qui font qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause du consentement à payer de la société et donc le risque de plus en plus grand que des patients puissent se voir opposer l'impossibilité d'un financement et pour la commercialisation de leurs médicaments. Alors, si je dis qu'il ne faut pas se baser uniquement sur cette évaluation de cette valeur ou cette valeur thérapeutique, c'est qu'il faut aussi prendre d'autres éléments, mais d'autres éléments en compte dans la négociation, qui, eux, doivent être pris en compte de façon transparente. Dans ces éléments, rapidement, bien sûr, c'est une objectivation de l'ensemble des coûts qui ont réellement été supportés pour développer, pour commercialiser, pour suivre ce médicament dans la vraie vie. C'est aussi prendre en compte les financements pour des investissements futurs. C'est-à-dire que le développement et l'investissement sur un médicament, à un moment donné, eh bien, peut représenter des investissements qui vont servir pour d'autres médicaments après, surtout lorsque l'on est dans l'apparition de nouvelles classes thérapeutiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être identifié lorsque c'est le cas, pour que ça puisse être financé. Le financement aussi qui doit permettre de pouvoir récompenser, entre guillemets, les risques qui sont pris lorsque un laboratoire s'est investi sur un besoin thérapeutique non couvert sur lequel il est le premier où il n'y avait personne, où là, il y a effectivement des risques, des coûts de développement qui sont plus importants, et cela se doit être pris en compte. Et puis enfin, l'ensemble de la prise en compte de ces coûts doit être dynamique, doit évoluer dans le temps. Il serait absurde de vouloir penser qu'à un moment donné, au moment de l'AMM, on a tous les éléments qui permettent de savoir quelle est vraiment la valeur de ce produit et la valeur dans la durée. Il serait absurde pour des maladies qui sont des maladies chroniques d'évolution lente qu'un médicament qui arrête l'évolution ou ralentit l'évolution et pour lequel, par nature, l'essai clinique a porté sur une durée réduite, il serait absurde de demander d'attendre 20 ans et de faire des essais contre placebo pendant 20 ans pour s'assurer qu'effectivement, à 20 ans, il a bien ralenti ou il a bien arrêté la maladie. Et donc, il est nécessaire de pouvoir inventer des nouveaux systèmes permettant de collecter des informations dans la vraie vie, permettant au fur et à mesure d'évaluer l'intérêt du produit et de l'ajuster directement en fonction du prix. C'est à cette logique de prix juste et maîtrisé que nous appelons, c'est-à-dire d'un prix pour lequel on ne se centre plus, comme c'est aujourd'hui le cas, avant tout sur la question de la valeur, mais que la négociation de façon transparente et de façon bien identifiée doit prendre en compte, certes, la valeur avec toutes les améliorations qui doivent y être apportées, mais aussi pouvoir le pondérer, pouvoir l'éclairer avec l'objectivation de l'ensemble des autres coûts et de l'ensemble des autres modulations ou bonus qui peuvent être nécessaires en fonction des caractéristiques du produit. Et pour conclure, même si c'est qu'une image qui fait sourire, on est probablement réellement dans cette situation aujourd'hui et dont il faut que collectivement on prenne conscience, où l'enjeu n'est pas tellement de se dire
Quel est le dernier qui est en train de faire le trou ou le petit trou supplémentaire, et en se disant, finalement, on peut faire un petit trou supplémentaire, ça va continuer. On est probablement arrivé, et ce n'est pas pour être l'oiseau de mauvais augure, dans une situation qui aujourd'hui est une situation de rupture. Et quand c'est une rupture, ce n'est pas un petit trou supplémentaire, c'est tout le bateau qui peut couler. Et donc, collectivement, on a intérêt à tout faire pour éviter d'être dans cette situation. Je vous remercie.